avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise à l'aide de l'actualité du Afrique. Je le disais en titre, Patrice Lumumba, héros national congolais de retour demain mardi 21 juin dans sa terre natale. Lors d'une cérémonie officielle à Bruxelles, la Belgique a restitué cet avant-midi une relique de Patrice Lumumba à sa famille. Il s'agit en fait d'une don de cette figure de la liste anticoloniale qui fut le premier ministre du Congo indépendant. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre belge et du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde. Emmanuel Commissaire Mukantou nous fait découvrir les temps forts de cette cérémonie retransmise un peu plus tôt en direct sur nos antennes. La date de 20 juin sera marquée en gras dans l'histoire de la République démocratique du Congo et de la Belgique. 61 années après, la dent de Patrice Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, est restituée dans un cercueil par la Belgique. Le procureur fédéral belge a remis aux enfants de l'ancien Premier ministre congolais devant le Premier ministre Sama-Lukonde et d'autres personnalités belgo-congolaises cette dent attribuée à leur père. Ceci à titre symbolique de son corps ayant une valeur des reliques et devant permettre aux Congolais d'établir un lieu dédié à la mémoire de leur ancien Premier ministre torturé puis abattu le 17 janvier 1961. Une satisfaction et émotion pour la fille de l'illustre disparu Juliana Lumumba. L'assassinat de Lumumba fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles pour crime de guerre après la plainte déposée en 2011 par François Lumumba, le fils aîné du dirigeant congolais qui a pointé du doigt les responsables d'une dizaine de fonctionnaires et diplomates belges. A noter que la dent de Lumumba avait été conservée comme souvenir par un policier belge ayant participé à la disparition du corps et qui s'en était vanté dans les médias. La dépouille mortelle de Patrice Lumumba sera de retour en RDC pour des obsèques dignes dans les prochaines heures. C'est une demande que le président ukrainien avait faite il y a plusieurs semaines à ses homologues sud-africains et sénégalais. Volodymyr Zelensky avait demandé de s'exprimer devant le membre de l'Union africaine. Et bien, dans quelques heures, le président ukrainien s'adressera aux ambassadeurs africains accrédités auprès de cette institution. Sur quoi porterait son discours? Le précision avec Adam Chemis. Il y a 2 mois et demi, lors d'un appel avec le président sénégalais Macky Sall, Volodymyr Zelensky avait déjà émis le souhait de s'exprimer auprès de l'Union africaine. Son souhait va devenir réalité en début d'après-midi, le lundi. Sa visioconférence sera en effet projetée devant les ambassadeurs africains réunis au siège de l'UA à Addis Abeba. Rien ne filtre de la teneur de son discours, mais le leader ukrainien va tenter de mobiliser les pays du continent, surtout après le 7 avril dernier, date du vote de suspension de la Russie devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où la moitié des États africains s'étaient abstenus. Mais le président Zelensky n'arrive pas en terrain conquis. Il s'était attiré la foudre de l'UA au début du conflit. L'institution avait qualifié de choquant et raciste tout traitement différent réservé aux ressortissants africains bloqués en Ukraine. Autre inquiétude des États membres, l'approvisionnement en céréales et en engrais ukrainiens et russes dont nombreux pays africains dépendent. Macky Sall demandait il y a 10 jours à Volodymyr Zelensky de déminer le port d'Odessa pour permettre l'exportation du blé ukrainien. Une remarque déjà balayée par Kiev qui craint une invasion russe par la mer Noire. Le plus urgent reste le besoin en engrais. En pleine période d'hivernage, a encore rappelé ce week-end Macky Sall, les terres doivent être fertilisées, sans quoi les récoltes seront maigres et la sécurité alimentaire sera menacée. Le président du Sénégal et de l'Union africaine parle même d'une famine très sérieuse qui pourrait déstabiliser le continent. Dans la foulée de l'allocution du président ukrainien, le président Macky Sall doit présenter à l'Union africaine le rapport de sa visite en Russie. Il s'était publiquement dit rassuré après sa rencontre avec Vladimir Poutine. L'appel lancé par le Front de Salut National en Tunisie a été suivi par des centaines de personnes hier dans le rue de Tunis. Un rassemblement pour dire non notamment au projet constitutionnel décidé par le président Kais Saied. Le récit de cet événement avec Dédé Boumouja. Ils se sont donné rendez-vous devant le Théâtre national de Tunis. C'est plus d'1 millier de personnes mobilisées, scandant des chants aussi le président Kais Saied.
Lors de son adresse dans la foule, une majorité sympathisante du parti islamiste ennemi du chef de l'État dénonce un coup d'État. Les mesures décrétées par Kais Saied sont celles d'un dictateur, d'un obscurantiste. Même ses prédécesseurs n'avaient jamais agi de la sorte. Les institutions de l'État se sont complètement effondrées, rien ne marche. Une déception totale même de la part de ceux qui avaient voté pour lui, tel que le témoin de ces quinquagénaires qui n'auraient jamais imaginé que le président qu'il a élu irait jusqu'à geler les parlements. Le peuple l'a élu, mais lui l'a trompé et trahi. Il a donc trahi le peuple tunisien, s'est-il exclamé. Parmi les manifestants, plusieurs femmes dans les cortèges s'inquiètent elles aussi, non seulement pour le climat politique du pays, mais aussi et surtout de la situation économique qui s'aggrave. Il n'a rien fait de bien pour les peuples, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, le coût de la vie est trop cher, il n'y a rien qui rende heureux dans ces pays, ont-elles déclaré. Toutes ces protestations sont faites suite à l'approche d'un référendum prévu le 25 juillet sur une nouvelle constitution. Le Front de Salut National, une coalition des partis d'opposition, a appelé à protester contre la mainmise sur le pouvoir par le chef de l'État. 40 personnes ont été tuées au Nigeria lors d'une attaque de hommes armés contre une église dans l'état d'Ondo au sud-ouest du pays. Le fait particulier au début de ces mois et le vendredi dernier, les autorités du pays ont organisé de funérailles collectives pour ces victimes. Le temps fort de ces moments tristes et émotionnels avec Jonathan Moué. Ce vendredi, lors de funérailles de leurs proches, les familles de victimes de l'attaque contre l'église catholique de Saint-François Xavier, dans l'Ondo, étaient inconsolables. Parmi les 40 personnes, dont plusieurs enfants sont décédés dans l'assaut alors qu'ils assistaient à une office il y a une dizaine de jours. Selon la police, des hommes armés s'étaient infiltrés parmi les fidèles avant d'ouvrir le feu sur l'assemblée. Quand on a entendu le bruit de l'explosion, alors je pensais que c'était le garçon du quartier qui se battait. J'ai compris plus tard que c'était des terroristes, raconte Abel Olantunji, survivant de l'attaque. L'assaut n'a pas été revendiqué par un groupe armé, mais pour certains responsables gouvernementaux, la branche du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest pourrait en être l'auteur. L'attaque de l'église durant la célébration de la Pâque a suscité une condamnation à échelle internationale, dont celle du pape François, qui a exprimé son soutien au pays face à cet événement. Au Zimbabwe, les infirmières sont entrées en grève. Aujourd'hui, ont déclaré leur syndicat. Elles demandent de meilleurs salaires, mais aussi une amélioration de leurs conditions de travail jugées déplorables. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les infirmières étant déjà en sous-effectif, ces mouvements de grève risquent de paralyser l'ensemble du secteur de la santé. C'est la deuxième fois que ces infirmiers vont faire la grève depuis l'apparition du virus dans ces pays. Avoir de l'eau à partir de l'air ambiant que nous respirons, c'est désormais possible. Une start-up tunisienne vient de relever le défi et Cumulus, c'est le nom de cette machine. Ses inventeurs l'ont exposé pour la première fois lors du salon international Vivatech tenu dernièrement à Paris. Le fonctionnement de cet appareil avec Diane Balakambombo. Grâce à un système alimenté à l'énergie solaire, l'air entre dans la machine conçue par Cumulus, passe par différents filtres, puis l'humidité est extraite et transformée en eau potable. La start-up entend ainsi résoudre le problème de pénurie d'eau en Tunisie. Cumulus Start-up, évoluant dans le domaine de l'eau potable en Tunisie, construit des machines thermiques capables de produire plusieurs litres d'eau potable par jour en utilisant comme ressource que de l'énergie solaire et l'humidité de l'air. Des algorithmes prédictifs utilisent les données collectées grâce à l'OIT pour informer sur la production d'eau et optimiser l'utilisation de l'énergie. Le système est équipé de filtres et des minéralisateurs. Les fondateurs ont pour objectif de résoudre le problème de pénurie d'eau potable en Afrique et au Moyen-Orient. Si la Tunisie connaît de fortes averses ces derniers jours, la pénurie d'eau est une réalité à laquelle doivent faire face les populations, en particulier celles aux revenus limités. Les solutions actuelles, notamment l'eau en bouteille, les citernes transportées, les machines à eau de Cumulus, seront vendues ou fournies sur la base d'un abonnement avec des paiements effectués pour chaque litre d'eau produit. Différentes tailles seront proposées, mais la start-up
commence avec une machine produisant 20 à 30 litres d'eau par jour. Autre particularité, aucune bouteille en plastique ne sera utilisée et les populations éloignées ou celles hors réseau disposeront de leur propre source durable d'eau potable. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Au moins 20 civils au Mali ont été tués dans plusieurs communes situées près de la ville de Gao au nord du pays. Information livrée par des responsables et policiers des autorités locales qui imputent cette tuerie à des présumés djihadistes. A noter également la mort d'un casque bleu. Dans un communiqué publié depuis le samedi, les mouvements politico-militaires et alliés tchadiens qui participent au pré-dialogue de Doha accusent la délégation gouvernementale de perturber les négociations. Ces discussions qui se tiennent au Qatar depuis le 13 mars dernier visent à aboutir à un dialogue national inclusif pour la mise en place des nouvelles institutions au pays. Après 2 années sabbatiques, les meilleurs acteurs du football africain seront à nouveau récompensés cette année. La Confédération africaine de football a annoncé hier dimanche le retour des CAF Awards. Où et quand aura lieu cette cérémonie? Suivez cela avec diverses comme on va dans ces commentaires. Éclipsé pendant 2 ans la cérémonie de remise des prix du football africain, le CAF Award 2022 reprend du service cette année avec quelques nouveautés, alors que les interrogations planaient sur l'avenir de récompense de la CAF suspendues début décembre, principalement à cause du Covid-19. Une annonce de la Confédération africaine du football sur le retour de la prestigieuse cérémonie qui aura lieu au Maroc le 21 juillet, 2 jours avant la finale de la CAN féminine organisée dans le royaume chérifien. La consécration la plus prestigieuse, le titre de joueur africain de l'année, est évidemment très attendu, même si la CAF n'a pas dévoilé la liste des nominés un mois avant la cérémonie. Le gagnant du titre, le Sénégalais Sadio Mané, est le grand favori après son titre en Cannes avec le Sénégal en février dernier. Comme pour le Ballon d'Or France Football, le règle des CAF Awards change et les joueurs sont désormais jugés sur la saison dernière et non plus sur les performances de l'année civile. Par conséquent, la période qui sera prise en compte sera de septembre 2021 à juin 2022. Le panel des votants est constitué essentiellement avec des capitaines et des sélectionneurs nationaux des fédérations membres de la Confédération, des journalistes du groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football, ainsi que des légendes de la CAF. À présent, nous allons faire le tour de quelques actualités africaines parues sur le net. C'est la revue du net africain, une sélection de Richard Kalala. Suivez. Pour vous qui avez faim et soif d'information, la radio-télévision nationale congolaise vous offre l'un de ses menus dont elle détient le secret, la revue de presse du net africain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On ouvre cette édition avec une étape historique. La Belgique restitue une relique de Lumumba à la RDC, c'est ce qu'informe actualité.cd. La Belgique rend ce lundi 20 juin à la République démocratique du Congo une dent du premier ministre de l'histoire du pays, Patrice Emery Lumumba, ayant valeur de relique qui doit permettre d'offrir aux Congolais un lieu dédié à la mémoire de leur héros, torturé puis abattu en 1961. On poursuit avec Afrique.com qui annonce le décès d'un casque bleu guinéen au Mali. Un casque bleu du contingent guinéen de la MINUSMA a été tué ce dimanche dans l'explosion d'une mine à Kidal, dans le nord du Mali. Un décès qui survient alors que l'ONU discute sur le renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix dans le pays. Les agriculteurs en quête de résilience face à la sécheresse en Mauritanie, d'après les faits rapportés par africanews.com. Les précipitations dans certaines parties de ce pays désertique ont chuté à 1/4 des niveaux enregistrés il y a 30 ans. Une donne qui n'est pas sans conséquence pour les activités du secteur primaire. Enfin, on termine avec Abidjan.net qui parle du phénomène mère kangourou qui sauve la vie à plus de 90% de bébés prématurés ou de faible poids en Côte d'Ivoire. Cette technique simple et efficace contribue à la réduction de la mortalité néonatale dont la prématurité est une de grandes causes. Ainsi s'achève cette édition. Le plaisir de vous informer encore dans le prochain numéro.
Et voilà, c'est par cette revue du net africaine que nous mettons complètement fin à ces journaux Afrique et sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs,